Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler d'idéologie. Et on va essayer de se demander si on peut définir l'idéologie sans tomber soi-même dans l'idéologie. Et si là, ce que je suis en train de faire, c'est pas une approche totalement idéologique. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie? Eh ben, c'est une question extrêmement complexe, parce qu'on a vite fait de tomber dans une définition totalement idéologique de l'idéologie. Bah oui. En général, l'idéologie, on considère que c'est un corpus d'idées, un ensemble de concepts, qui ont la particularité de pouvoir être transmis à d'autres êtres humains par la parole, un livre ou n'importe quel média. C'est une conception qui s'oppose à la perception directe, la connaissance intuitive directe du monde, sauf que beaucoup de gens diront que cette conception de la connaissance directe du monde possède elle aussi une composante idéologique, parce qu'elle présuppose, naturellement sans l'avoir démontré, que nous avons la capacité de connaître le monde de façon directe, sans qu'un média interfère, sans que nos sens filtrent les informations entre nous et un hypothétique réel, ce qui, vous en conviendrez, est déjà un parti pris, et donc dans une certaine mesure une posture idéologique. Certains distinguent plusieurs types d'idéologies, des idéologies morales, ce qui est bien et ce qui est mal, des idéologies concernant le réel, ce qui est vrai, et des idéologies normatives, ce sont tous les « il faut » qui ne précisent pas de quel point de vue ils parlent, pas forcément d'un point de vue moral justement, mais d'autres notions. On rencontre le « il faut » dans la plupart des communications institutionnelles, parentales, dès qu'il y a une notion comme ça de haut-bas avec une autorité qui va utiliser justement le verbe falloir, bah c'est une forme grossière d'hypnose qui vise justement à ne pas avoir à se positionner en termes de point de vue. C'est-à-dire que quand on dit « il faut », c'est « il faut » ceci d'un point de vue, mais d'un autre point de vue, bah peut-être il ne faut pas. Or, en utilisant « il faut », ne réfléchis pas, agis conformément à mon souhait, à ma volonté. Ce sera beaucoup plus simple. L'idéologie, c'est le groupe de l'autre, c'est le système de pensée de l'autre. C'est la meilleure définition, moi, que je puisse faire de l'idéologie. C'est un terme qui présuppose quasiment aujourd'hui, dans l'acception courante du mot, la notion d'endoctrinement. Alors la plupart d'entre nous, en général, n'aimons absolument pas prendre conscience du fait que nous avons été totalement ou partiellement endoctrinés, influencés. Il faut en général une estime de soi, un minimum assise, un minimum important pour réussir à reconnaître cet état de fait, avant ce sera totalement inaudible. D'ailleurs, à titre d'exercice, je vous invite à essayer de supprimer la connotation péjorative de la notion d'idéologie, justement. Ça aide à ne pas être dans cette espèce de réactivité-là et essayer de percevoir les choses sans cette espèce de rejet, que les psys appellent la réactance. Cette espèce de truc. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une science qui s'appelle la mémétique. La mémétique, c'est la science qui étudie les mèmes. On va dire, pour simplifier, que ce sont des idées ou des concepts qui vivent dans notre cerveau. Et certains méméticiens avancent l'hypothèse qu'en fait, nous serions simplement des hôtes qui répliquons les mèmes, et qu'en fait, ces mèmes se servent de nous pour continuer à vivre. Ce seraient des espèces de parasites, en fait, qui occupent notre conscience et nous dirigent. Donc c'est une thèse qui n'est pas très confortable à imaginer, à envisager, mais elle a le mérite de nous faire poser quelques questions sur notre impuissance absolue face à la notion d'idéologie. Par définition, tout système idéologique repose sur des axiomes, des présupposés, qui n'ont pas été démontrés, et qui, du coup, sont le socle de tout un édifice conceptuel, mais en fait, si on gratte, on se rend compte qu'on n'est jamais dans quelque chose d'absolument vrai, d'absolument exact, mais toujours dans l'espèce de construction. Et donc ça implique que chaque système théorique a nécessairement un certain nombre de tâches aveugles. Voilà. Et donc accepter le caractère, disons, incomplet ou plus ou moins relatif de ces présupposés et de cette axiomatique demande déjà un minimum d'estime de soi. Voilà. Sinon, on sera plutôt tenté de croire que ce qu'on pense c'est la vérité, c'est tout, et de ne pas aller plus loin. Il y a un youtubeur, Damien Lenaine, qui avait répondu en commentaire dans une vidéo comme ça, qui disait que remettre en cause, je cite, remettre en cause les schèmes de pensée établis pousse à la sociopathie et à la définition psychoclinique de la perversion. Alors ça, je trouvais ça assez intéressant, l'idée que si on remet en cause des schémas donc qui sont arrivés hypnotiquement dans nos cerveaux, on tombe dans la sociopathie et la perversion.
Alors, outre le fait que il y a une certaine forme d'auto-validation dans cette thèse. C'est l'idée de dire que si tu ne fais pas partie de la société, alors tu es sociopathe. Qu'est-ce que c'est qu'un sociopathe? C'est quelqu'un qui a du mal à faire partie de la société. Donc on est dans une logique circulaire. De la même façon pour la notion de perversion. Perversion, ça vient de pervertere, c'est-à-dire ce qui est à l'envers. Hein. Donc ça présuppose que la personne qui juge, c'est ce qui est à l'endroit, etc. Donc en fait, on est là déjà dans une espèce de logique circulaire. Et mon expérience, c'est qu'il y a une espèce de... Il y a un espace de respiration. Il y a un espace de respiration au-delà du conditionnement socio-culturel et en deçà de la sociopathie ou de la perversion. Il y a une espèce d'interstice qui est assez ténu, hein, oui, je le reconnais, mais dans lequel il y a vraiment moyen de faire respirer ce point d'interrogation dont on parlait tout à l'heure. Alors, effectivement, c'est pas simple parce que ça prend le cerveau limbique à revers. Le cerveau des émotions, le cerveau limbique, il aime bien avoir des certitudes, il aime bien dire ça c'est comme ça c'est pas comme ça, parce que ça lui donne une base pour agir. On l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, le but d'un système nerveux, c'est pas de penser, c'est d'agir. Hein. Et pour agir, il faut avoir des idées sur les choses, pour savoir comment est-ce qu'on réagit. Alors c'est évident que ce point d'interrogation demande de réussir à inhiber partiellement notre cerveau limbique, au moins l'espace d'un instant, pour créer cet espace de respiration. Voilà. Il y en a qui appellent ça la pause cortico-thalamique. Voilà. Je prends le temps. Et après, éventuellement, je me dis, ah bon, tiens, je vais utiliser tel système explicatif, ou peut-être tel système explicatif, ou peut-être ne rien utiliser du tout, parce que on est bien là, voilà. Tout simplement. Alors, sans transition, un conseil de lecture. Conseil de lecture de cette vidéo, on est en plein dans le thème de la vidéo, ça s'appelle La construction sociale de la réalité. Voilà, de Peter Berger et Thomas Luckmann aux éditions Armand Collat. Voilà. Un vrai petit bijou où pendant quelques centaines de pages, les auteurs vous expliquent justement où est cet espace de respiration dont je vous parle. Hein, ce sont des sociologues, ils ont une approche sociologique, notamment socio-anthropologique qui m'a passionné, là où de par ma formation j'ai plutôt avoir moi une approche plutôt psycho-biologique, hein, mais dans le fond le propos est exactement le même et j'ai justement trouvé extrêmement enrichissant cette différence d'angle d'approche, même si le fond est le même. Donc voilà, je vous le recommande vraiment chaleureusement, c'est vraiment un des meilleurs ouvrages que j'ai lu depuis les 5 dernières années, vraiment, donc voilà. Attention, si vous n'avez pas l'habitude du langage universitaire, il est peut-être un petit peu universitaire. Voilà. Enfin, rien de fondamentalement rebutant. Hein. Il y a un dernier point qui me tient à cœur, après avoir discuté avec un certain nombre de scientifiques, et notamment de zététiciens, mais pas uniquement, et qui est une certaine vision de la notion d'idéologie, comme quoi l'idéologie ce serait uniquement ce qui est pré-rationnel. En général, ces personnes considèrent qu'il y a d'un côté la science et de l'autre côté les idéologies pré-rationnelles, donc les superstitions, tout ce qui est de l'ordre de la foi, de l'intime conviction, etc. Dans une espèce de dichotomie entre la science, avec une connotation émotionnelle bien, et les machins pour ados attardés et folles du bocal. Bon. Sauf que ça oublie un argument de taille qui est que le rationalisme est en lui-même une forme d'idéologie. La difficulté avec l'approche rationaliste stricte, hein, c'est qu'elle ne dit rien de la notion de sens. Hein, c'est-à-dire que la science ne s'occupe pas du pourquoi, elle s'occupe du comment, et c'est très bien comme ça. Hein. La carte du rationnel n'est pas le territoire de la vie. Hein. La preuve, il y a plein de choses qui en sortent. Hein, je veux dire, scientifique n'aura pas forcément grand chose à dire sur de la poésie, des haïkus zen ou ce genre de choses-là. Voilà. Et donc il y a là une espèce de dérive idéologique rationaliste de la notion de scientificité. Ça c'est extrêmement pernicieux et c'est pourtant assez classique dans certains milieux scientifiques, pas dans tous bien sûr. C'est cette tentative d'essayer de refouler, de mettre totalement de côté sa propre subjectivité pour essayer de penser le plus objectivement possible. Alors, même si, effectivement, l'idée de supprimer les biais, c'est la base en science, hein, il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est que nous avons tous un cerveau limbique qui a un minimum besoin de sens. Et que si on refoule trop cette notion de sens, ça va revenir, hein, les psychanalystes, ils appellent ça le retour du refoulé. Hein, en général, quand on met complètement de côté une partie de soi, on finit par le payer tôt ou tard, et souvent c'est pas très joli d'ailleurs. À partir de là, ça peut être intéressant de commencer à s'ouvrir au transrationnel, c'est-à-dire d'examiner rationnellement des choses que le rationalisme strict
rationaliste aurait fait « Oh là 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 là, ça il faut pas aller voir ». Voilà. Et là on commence à regarder rationnellement l'idéologie rationaliste et à se rendre compte qu'elle est basée sur un certain nombre de tâches aveugles, un certain nombre d'axiomatiques non démontrées. Ah, donc à partir de là, on peut commencer à se déplacer et aller voir dans d'autres systèmes de pensée. Hein. Et puis on se rend compte que d'un autre système de pensée, on voit bien la tâche aveugle du rationalisme, ça c'est intéressant. Mais du rationalisme, on voit bien la tâche aveugle de l'autre système. Donc du coup, en fait, on a gagné en souplesse et on a gagné en perception des zones d'ombre de notre vision du monde. Ça c'est intéressant. Voilà, donc si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie pour discuter de tout ça, discuter en bas dans les commentaires. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui partagent ces vidéos, afin de les faire connaître au plus grand nombre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Internet!